Comment est-ce que les pays du Golfe parviennent à avoir un niveau de développement si élevé, alors que si on regarde comparativement à leur taille, comparativement à leur richesse, ce ne sont pas des pays qui sont parmi les plus riches du monde. Alors, vous allez me dire, ils ont le pétrole. Je vais vous répondre que non, Dubaï n'a plus de pétrole, le Bahreïn n'a plus de pétrole, et pourtant, quand vous regardez un petit peu le décor, le niveau de développement, c'est l'un des plus élevés dans le monde. Là, je suis en train de me promener, il est 21h, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ça. C'est tout simplement parce que nous, qui nous intéressons à l'indépendance financière, l'exemple des pays du Golfe, il est excellent. Parce que les Arabes de la péninsule arabique n'ont pas attendu l'Occident pour apprendre comment faire du business et comment investir. Et c'est vrai que cette prétention, cet orgueil et ce mépris des fois de l'Occident vis-à-vis des autres peuples fait que ils n'ont pas vu venir. Et ils ont ce qu'on vous apprend à l'école, c'est oui, les pays du Golfe sont riches grâce au pétrole. Non, en fait, les pays du Golfe sont riches grâce à leur stratégie. Les pays d'Occident sont infiniment plus riches, peut-être parfois 10 fois, 20 fois, 30 fois plus riches que les pays du Golfe. Et pourtant, si vous comparez les rues au Bahreïn aux rues de Paris, vous allez vous demander, vous allez vous poser la question, mais ils passent où mes impôts? Parce que là, ce sont des pays qui ne paient pas d'impôts, ou très peu d'impôts, et pourtant, je peux vous assurer que c'est nickel, c'est super propre, et c'est super beau en plus. Au niveau des yeux, c'est reposant, c'est calme, c'est apaisé, c'est propre, c'est classe, et je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le business model de ces pays, c'est quoi le secret de ces pays, parce que peut-être que nous, qui venons d'Afrique, il y aura peut-être des choses à prendre, il y aura peut-être des choses à copier, même par rapport à la France. Alors la France, je pense qu'elle est tellement corrompue et tellement conservatrice qu'elle n'arrivera jamais à copier quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est fini. En tout cas, c'est fini pour peut-être les 50 ou les 100 prochaines années. Peut-être qu'après, c'est cyclique, donc ça reviendra. Mais pour l'instant, c'est fini à mon avis pour l'Europe. C'est que le début des larmes et du sang. Mais voilà, en gros, leur force à eux, c'est qu'ils investissent. Donc, d'une certaine manière, ils sont en train de convertir une richesse, une ressource qui était le pétrole, ils l'ont converti en des actifs, c'est-à-dire en des investissements qui leur apportent chaque année des revenus qui sont plus importants au final que les revenus du pétrole. Alors que la plupart des pays d'Afrique, lorsqu'ils ont des ressources naturelles, du bois, des diamants, de l'aluminium, qu'est-ce qu'ils font? Ils exportent, mais est-ce qu'ils investissent massivement? Non. En fait, les pays du Golfe, parce qu'ils avaient une petite population, ont massivement réinvesti dans des actifs, c'est-à-dire dans des routes, dans des ponts, dans des aéroports, dans des fonds d'investissement. Et grâce aux revenus de ces, vous voyez les tours, quand on a le terrain, quand on a peu d'impôts, eh bien on va attirer les entreprises. Et les entreprises, chaque année, vont vous payer des redevances. Quand vous fabriquez un aéroport, cet aéroport, c'est aussi des commerces, c'est évidemment des richesses qui transitent par ces ports-là, et à chaque fois, l'État se prend une petite commission. Donc les Arabes n'ont jamais été connus pour être des grands innovateurs, contrairement à la civilisation indienne, à la civilisation chinoise, à la civilisation musulmane ou à la civilisation occidentale, mais ont toujours été connus pour être des investisseurs et des commerçants. Et très concrètement, les pays du Golfe ont été parmi les premiers à voir sur le très long terme, c'est-à-dire à identifier un challenge, c'est qu'à un moment donné, ils allaient manquer de pétrole. Pour la plupart des pays du Golfe, ils ont encore des réserves de pétrole, c'est le cas d'Abu Dhabi ou c'est le cas de l'Arabie Saoudite. Pour l'Arabie Saoudite, on estime qu'elle a encore devant elle une 50aine d'années avant que le pétrole s'épuise. Mais après, le problème, il n'est pas dans l'épuisement du pétrole. Il est dans le fait que le pétrole, en tant que ressource énergétique, peut être remplacé d'ici 10 ou 20 ans grâce aux nouvelles technologies. Donc, les pays du Golfe ont établi une stratégie sur le très long terme, et l'un des premiers pays à avoir fait ça, c'était le Bahreïn, c'est-à-dire on va transformer chaque baril de pétrole en un investissement, en un actif
qui va nous rapporter tous les ans et de manière stable de l'argent. Donc, plutôt que de garder et de dépenser cet argent n'importe comment, comme on le fait en France, une partie du business model de ces pays du Golfe est dans l'immobilier. C'est-à-dire que je possède la terre, le terrain, c'est-à-dire que le terrain, il est loué à des entreprises, mais il appartient toujours à l'État. L'État ne va pas céder le terrain, ce qui fait que les pays du Golfe ne gagnent pas leur argent par rapport aux impôts. Le taux d'imposition, il est probablement entre 10 et 20%, alors que le taux d'imposition en France est de l'ordre de 60% dans ces eaux-là. J'ai regardé récemment une vidéo d'Olivier Roland qui explique très bien ça. C'est-à-dire qu'il explique que vous, là, sur votre salaire, si on prend les charges sociales et si on prend les charges patronales, vous allez probablement payer autour de 40%. C'est-à-dire qu'il y a 40% de ce que vous devriez gagner qui est collecté par l'État. Ensuite à ça, si vous ajoutez à ça la TVA qui est de 20% sur tout ce que vous consommez, et si vous ajoutez encore à ça, si vous êtes propriétaire, vous allez aussi payer tous les mois entre 3 000 et 4 000 euros de taxes foncières. Bon, ben, quand on cumule tout ça, on arrive quasiment à 70% d'imposition. Dans les pays du Golfe, on préfère imposer moins. Donc déjà, les citoyens ne payent rien sur le revenu, c'est 0% sur le revenu. Et pour les entreprises, c'est entre 10 et 20%. Il y a une TVA, donc vous allez payer une TVA. La TVA n'est pas aussi élevée que les pays d'Occident. À ça, vous devez ajouter des taxes qui sont sous forme de redevances, sous forme de licences, sous forme de location, par exemple, quand vous avez, je vais vous montrer, là, vous avez toutes ces tours et toutes ces entreprises qui louent des buildings. Le foncier, étant donné qu'il appartient à l'État, eh bien, c'est une source de revenus régulière pour le Bahreïn, pour Dubaï, pour l'Arabie Saoudite, c'est la même chose. C'est à peu près le même modèle économique. Ce qui veut dire que contrairement à une idée reçue et propagée, encore une fois, par beaucoup d'États en Occident, ces pays pourraient probablement fonctionner sans pétrole et fonctionnent déjà pour certains, comme Dubaï ou comme le Bahreïn, sans pétrole. Ils fonctionnent grâce à un système de redevance parce que les entreprises, étant donné qu'il y a très peu d'impôts, elles ont tout intérêt à venir s'installer ici parce que les gens qui vivent ici ont un très bon niveau de vie, parce que les gens les plus riches de la planète, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont le plus de moyens, ont envie de vivre dans un pays où il y a très peu d'impôts, dans des pays où il y a aucune insécurité, et dans des pays qui sont bons, dans les pays où on prend du plaisir à vivre. Eh bien, tout ça, ces gens-là consomment, payent une TVA, les entreprises payent des redevances, payent pour renouveler leur licence chaque année ou tous les 2 ans, payent aussi pour, lorsqu'il y a des visas, pour chacun des employés qui travaillent dans ces entreprises, il faut payer un visa, c'est pareil, tous les 2 ans, il faut renouveler le visa. Vous avez compris que ces États-là se financent par des revenus qui sont réguliers, récurrents, et qui remplacent, eh bien, le pétrole, et qui font que même en l'absence de pétrole, eh bien, il y aura toujours des revenus. Si vous avez le foncier, vous contrôlez le foncier, c'est un petit peu comme McDonald's. McDonald's ne génère pas de l'argent en vendant des burgers, génère de l'argent en louant aux entreprises, eh bien, le foncier. D'accord? C'est ça toute l'intelligence. Et ça, les pays du Golfe l'avaient compris avant tout le monde. Tout simplement parce que, d'après moi, les Arabes de la péninsule arabique sont extrêmement smart et ont culturellement une mentalité d'entrepreneur. Contrairement au pays, à beaucoup de pays, l'objectif pour eux est d'investir et ils ont réussi, et pour l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils ont réussi à transformer des ressources pétrolières en des actifs qui leur apportent des revenus tous les mois, tous les ans, et ça va continuer tant que ces pays-là pourront continuer à conserver leur promesse de dire, bah, vous venez chez nous, vous allez payer peu d'impôts, vous allez pouvoir avoir un confort de vie et une qualité de vie qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
Vous pourrez avoir une main-d'œuvre qui n'est pas chère parce qu'on ne fait pas payer, il n'y a pas de charge sur les salaires. Ce que vous donnez à votre salarié, vous payez votre salarié, c'est tout. Vous n'avez pas besoin, nous on ne va pas prendre au passage. Et puis, il y a une sécurité, une stabilité qui existe aussi nulle part ailleurs. Donc, il est là le business model des pays du Golfe et c'est pour ça que ça fonctionne. Et je pense que l'Arabie Saoudite est en train de réussir sa transition. Alors pour l'instant, elle a sous terre des milliards et des milliards, peut-être 350 milliards de barils de pétrole encore en réserve. Ça veut dire assez pour les 50 prochaines années, mais son objectif et la stratégie, c'est elle aussi de transformer ce pétrole, ces matières premières, en actifs, en investissements, en aéroports, en routes, en entreprises qui vont générer des bénéfices pour les prochaines années. Et les fonds d'investissement, les pays du Golfe ont énormément investi dans des fonds d'investissement. D'ailleurs, je me demande pourquoi des pays comme l'Algérie, qui ont aussi de grosses ressources, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas des fonds, ils n'ont pas un fonds d'investissement qui leur permet d'investir dans dans les meilleures entreprises qui existent dans le monde. Évidemment, les pays du Golfe choisissent des entreprises qui sont en accord avec l'éthique musulmane, c'est-à-dire qu'ils n'investissent pas, en théorie, ils ne sont pas censés investir dans des armes, dans de la drogue, dans des produits stupéfiants, ils n'investissent pas dans tout ce qui est basé sur le crédit, ils n'investissent pas dans tout ce qui est basé sur la pornographie. Il y a largement assez d'entreprises qui rentrent dans ces critères, qui en font plus de 10% de plus-value annuelle. Et du coup, ça, si vous multipliez ça avec les intérêts composés qui s'accumulent d'année en année, il faut savoir que le fonds d'investissement, le PIF saoudien, il en est déjà à 700 milliards de dollars de capitalisation. Et l'objectif, c'est de passer d'ici 2030 à 1000 milliards de capitalisation, c'est-à-dire plus ou moins l'équivalent du PIB du pays. Et ces fonds d'investissement sont super importants pour les pays du Golfe parce que ils vont leur permettre, étant donné grâce aux intérêts composés, de grossir. C'est-à-dire que le fonds d'investissement, grâce aux bénéfices engendrés par les actions ou les soukouk, c'est des investissements dans des infrastructures qui rapportent chaque année des dividendes. Et bien, grâce à ces dividendes, ça permet aussi d'engranger des revenus. Et ces revenus sont réinvestis dans des actifs qui rapportent. On va racheter, évidemment, on a parlé de clubs de football, va racheter des hôtels, va racheter des parts importantes dans des entreprises comme Accor, comme Hilton, comme Intercontinental, va racheter des parts d'entreprises dans l'aéronautique, dans l'intelligence artificielle. Toutes ces entreprises qui, dans le futur, vont générer encore plus de bénéfices, ça permettra, à un moment donné, quand les ressources pétrolières seront épuisées, on aura investi tellement de milliards dans ces fonds d'investissement que ces fonds d'investissement, ils vont fonctionner un petit peu comme je crois que c'est la Finlande ou la Norvège, ils vont fonctionner en automatique et ramener du cash, ce qui permettra, je crois quand c'est en Norvège, si on prenait les bénéfices, la capitalisation du fonds d'investissement, ça correspondrait par habitant à plus de 350 000 euros par habitant. Ça veut dire qu'en vérité, déjà, là maintenant, si on revendait le fonds d'investissement, chaque citoyen de la Norvège pourrait avoir plus de 350 000 euros. Donc, c'est un petit peu la puissance de ces fonds d'investissement. Et c'est pourquoi la stratégie qui est mise en place, c'est une stratégie sur le très long terme. Bon, là, vous voyez, on est sur la baie, toujours au Bahreïn. Et en France, on est dans une impasse parce que les dépenses de fonctionnement de l'État, du fait de la dette, sont, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, la dette de la France va devenir le premier poste de dépense devant l'armée, devant l'éducation nationale et évidemment devant la santé. Ça veut dire que la France est dans un piège où aujourd'hui, elle ne peut plus créer de fonds d'investissement parce qu'il n'y a plus de revenus. L'État et les richesses de la France sont insuffisantes pour pouvoir combler et pour pouvoir financer les dépenses qui sont les dépenses annuelles et résultat, les dépenses sont devenues supérieures aux entrées. Ce qui fait que la France est condamnée d'année en année à s'appauvrir de plus en plus. Et comme elle s'appauvrit de plus en plus, elle va aussi de plus en plus être tentée d'imposer de plus en plus les citoyens. Jusqu'à ce que finalement, on arrive à la banqueroute, il n'y a pas d'autre, pour moi, il n'y a pas d'autre échappatoire, on arrivera fatalement à une banqueroute de l'État ou à quelque chose, on va dire, de extrêmement difficile, un petit peu comme ce qui s'est passé en Grèce dans les années 2010. Et aujourd'hui, contrairement aussi à une autre idée reçue que j'aimerais que c'est vraiment très joli. Ça, c'est le Four Seasons. Voilà, les petits cafés.
Contrairement à une autre idée reçue, les pays du Golfe, en fait, ont des budgets qui sont équilibrés ou qui sont excédentaires. Si on prend l'Arabie Saoudite, régulièrement, elle a des excédents budgétaires avec une balance commerciale qui est équilibrée. Des pays comme le Qatar aussi a des excédents budgétaires réguliers. Si on prend des pays comme les Émirats, Dubaï, des fois a des dépenses qui sont des stratégies d'investissement qui sont très très fortes et très agressives, met son équilibre en danger. Mais étant donné que le Dubaï fait partie d'une fédération, eh bien l'ensemble, les Émirats Arabes Unis, eux, restent en équilibre budgétaire. Donc le Bahreïn, c'est un petit peu une situation à part, dans le sens où en fait ils ont dû faire face plutôt que les autres à un épuisement total de leurs ressources pétrolières et donc à une nécessité de réajustement. Donc aujourd'hui, le Bahreïn, il peut pas se lancer dans des méga projets comme le font les Émirats Arabes Unis ou comme le fait l'Arabie Saoudite ou comme le fait le Qatar, mais ils essayent de rééquilibrer leurs recettes budgétaires par une meilleure gestion en allant progressivement. Et je pense que ça peut être aussi une opportunité pour vous, le Bahreïn. Pourquoi? Parce que c'est un pays, effectivement, c'est un pays qui est évidemment qui veut accueillir les Occidentaux, mais c'est un pays qui aussi est islamique. Partout où vous allez entendre l'appel à la prière. La nuit, vous entendez le matin pour le Fajr, vous entendez l'appel à la prière. Quand vous allez dans les malls, vous entendez l'appel à la prière. Les gens sont musulmans et on sent une certaine piété. Quand vous rencontrez les taxis ou les commerçants, vous dites salam alaikum, les gens vous répondent, ils vous sourient, ils vous posent des questions. Donc, ils ont un très très bon comportement. Moi, je trouve que parmi tous les pays du Golfe que j'ai pu visiter, le Bahreïn est le pays où les gens ont le meilleur comportement d'un point de vue islamique. Alors oui, je sais que il y a des cafés où il y a de l'alcool. Par exemple, si vous allez au Four Seasons, là, cet hôtel-là, hier, quand j'y étais, moi, je me suis posé pour travailler dans le lobby. Mais à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller dans le café. Et puis, je suis monté. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait de l'alcool, il y avait de la chicha. Donc, je suis redescendu. Et puis, il y avait un petit peu de musique. Donc, je suis redescendu parce que je cherchais un endroit calme pour travailler. Donc, oui, il y a de l'alcool. Mais l'alcool, vous n'allez pas le trouver partout comme ça, en circulation et en vente. Vous allez le trouver dans des bars qui sont réservés. C'est pas, je veux dire, visible partout dans l'hôtel, c'est dans un endroit bien spécifique. Donc vous pouvez tout à fait vivre toute votre vie au Bahreïn, comme à Dubaï, sans être, affecté ou sans sentir qu'il y a ces dérives. Et c'est là, je pense, que les États européens sont en train d'échouer complètement. D'abord, parce que la qualité de vie est en régression, l'État-providence est en régression, la qualité des services publics est en régression. Pourquoi? Parce que tout était dépendant de l'État et l'État lui-même est ruiné parce qu'il est mal géré. Donc on fait des projets tout pourris comme rendre la Seine, je sais pas moi, faut pouvoir se baigner dedans, mais c'est tout pourri comme projet. Du coup, les gens ont plus tendance à vouloir fuir la France qu'à vouloir s'y installer pour lancer une entreprise, pour lancer un business ou pour venir en famille. Parce que ça aussi, la famille, c'est un élément important. Si vous êtes dans un pays qui attaque fréquemment de manière idéologique, qui déclare une guerre idéologique contre la famille, contre le mariage, contre les traditions, bah évidemment, vous n'allez pas être attractif. Vous allez être attractif pour des petites communautés, mais le monde n'est pas fait de petites communautés. Le monde aujourd'hui n'est plus intéressé par l'offre proposée par les pays occidentaux. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train d'assister, moi, les vidéos que je fais et la chaîne que je fais pour encourager les Français musulmans ou non, à quitter la France avant qu'il ne soit trop tard, mais je pense que ce que je suis en train de dire depuis des années, les faits en fait sont en train de me donner raison malheureusement, parce que les choses vont de mal en pis en France, parce qu'il y a une absence totale de vision. C'est-à-dire que le pays est endetté, le pays est en crise, il y a une mauvaise gestion, d'un point de vue politique tout va mal, d'un point de vue idéologique tout va mal, ce sont des pays où il n'y a plus de sécurité, ce sont des pays où il n'y a plus de services publics, ce sont des pays qui, encore une fois, ne sont pas dans une vision, mais sont dans une gestion d'année en année de leurs problèmes, c'est-à-dire qu'on attend que le problème vienne pour le gérer, alors que ici, vous avez un pot qui se casse, le lendemain, vous allez avoir quelqu'un qui va l'avoir réparé. Ils sont pas dans on va attendre que les choses s'aggravent. Vous avez, je sais pas, il y avait dans les faits divers, vous avez un groupe de personnes qui ont commencé à faire, c'était pas des gens d'Arabie Saoudite, c'était pas des Saoudiens, et qui ont commencé à vouloir organiser un trafic de drogue. Ils se sont dit, c'est bien, on va faire du trafic de drogue, il n'y en a pas en Arabie Saoudite. Mal leur en a pris parce que ils ont été, pour certains, condamnés à la peine de mort. On ne va pas attendre de laisser se développer des ghettos ou des gangs avec des gens qui font, qui deviennent
concurrent à l'autorité de l'État, quand vous agissez dès le début et de manière rapide et efficace et forte, eh bien vous empêchez le mal de se propager. Mais par contre, quand vous le laissez se développer pendant 30 ans ou pendant 40 ans, comme aux États-Unis par exemple, à Los Angeles, où au final, on a des dizaines de milliers de jeunes qui sont armés, qui ont développé une économie parallèle et qui n'ont plus rien à voir avec l'État, et qui vivent en fait dans un monde parallèle. Quand on est arrivé à ce niveau de désagrégation de la société, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, ça y est, c'est mort, c'est mort. Donc voilà, je vais m'arrêter dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous likez, vous partagez et vous commentez, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.